Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. C'est un acte tout à fait banal qui nous fait vivre, c'est respirer. Vous le faites dès que vous naissez, vous le faites tout au long de votre vie, on le fait quand on dort, on le fait quand on se réveille. Mais la question est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que on respire? On a toujours l'impression qu'on est moins pollué qu'ailleurs. Vous allez être surpris de voir que notre air a un niveau de pollution qui est quand même assez significatif. 10h10 dans les experts, on parle de pollution de l'air. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les experts, ravi d'être avec vous. Nous sommes vendredi et nous sommes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez nous poser toutes vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80 ou sur la page Facebook des experts. Un sujet qui nous concerne tous absolument, bien entendu, puisqu'on va parler de la pollution. Et vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de revendications qui sont faites dans certaines régions du royaume sur des problèmes environnementaux. On va en parler, bien évidemment. Je pense notamment à la décharge de Medjouna qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait couler beaucoup de lexivia, j'imagine. On verra ce que c'est, bien entendu. 10h11. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Et en tout cas, à la fin de la COP 23, c'est vrai que le leadership du Maroc s'est encore réaffirmé à la COP 23, mais on va revenir sur un problème très spécifique qui est lié à l'environnement, dont on n'a pas souvent parlé dans les experts. On a souvent parlé d'environnement. Rappelez-vous, l'année dernière, bien évidemment, on était à la COP 22 pendant les 2 semaines et on a fait 10 émissions spéciales environnement sur tous les points de l'environnement. Aujourd'hui, on revient sur la qualité de l'air que nous respirons. Mon expert du jour, je suis ravi de l'accueillir, et monsieur Saïd Sebti, vous êtes président de l'association Maroc Sciences et Développement Durable et président du réseau des associations de Casablanca pour l'environnement et le développement durable. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tout va bien? Tout va bien. Vous êtes là pour la première fois? Oui. Oui. Bon voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous êtes avec nous jusqu'à midi et vous allez essayer de répondre à nos questions, bien évidemment, parce que c'est de faire un point sur le niveau de pollution qu'on peut avoir. On attendait la police environnementale, on a énormément de choses qui ont été annoncées à la COP 22 l'année dernière, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été un peu oubliées sur le terrain. Alors je suis allé voir, essayer de trouver des chiffres sur le niveau de pollution de l'air et sur la manière avec laquelle on peut produire des indicateurs sur ce que nous respirons. Ce que j'ai trouvé, c'est une carte, une map monde qui est produite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et cette carte, elle date de septembre dernier, 2016, d'il y a un an, où l'OMS a révélé que 92% de la population mondiale vivait dans une zone où la pollution de l'air est supérieure à ses recommandations. Alors, et quand vous voyez ces cartes, vous avez du rouge, du jaune, etc. Allez voir, le Maroc n'est pas dans le rouge, le Maroc est dans le orange foncé, c'est-à-dire que c'est pas terrible, et on parle. Alors, il y a de l'unité de mesure qu'utilise l'ONU, l'agence onisienne utilise les particules fines dites PM2,5. Alors PM2,5, ce sont des polluants où vous avez le sulfate, les nitrates, le noir de carbone, et ce sont ces particules finalement qui ont du mal à être filtrées et qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardiovasculaire. Et donc bien évidemment, vous comprenez que ce sont ces particules-là qui peuvent poser des problèmes au niveau de la santé humaine. Alors là, j'ai planté le décor. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est vrai que ce qui est intéressant de savoir, et là je vous pose la question, c'est ce petit, est-ce qu'on a une idée claire du niveau de pollution, alors de l'air, mais du niveau de pollution que notre pays a dans les villes et en dehors des villes? Oui, on a une idée. Peut-être pas très claire, mais on a une idée. On sait à peu près où on est. Ce qu'il faut préciser, il n'y a pas que les particules fines, qu'on appelle fines, très fines, parce qu'ils agissent directement à l'intérieur des poumons et ils s'infiltrent, ils rentrent. Et donc ça peut créer des problèmes très très graves, cardiovasculaires et autres. Cancer et autres. Mais il y a autre chose. Il y a les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, il y a l'ozone, il y a beaucoup d'indicateurs. Et donc, les particules fines sont connues parce que c'est un fléau mondial. Et c'est dû en partie
tout ce qui est combustion, par exemple les voitures, Oui. le diesel. C'est un grand pollueur. Ah oui, ça le diesel, ça on était bien au courant que... Il est actuellement, et depuis l'année dernière, il est catégorisé comme cancérigène. Oui, alors malgré toutes les évolutions technologiques qu'il y a pu y avoir, mais on a vu aussi les scandales qu'il y a eu sur de grands constructeurs européens qui avaient essayé de dissimuler le taux d'émission de CO2 moteur à froid, moteur à chaud. Bon, bref, on en avait assez parlé. Mais pour revenir au Maroc, quand on voit le marché américain avec ses 300 millions, plus de 300 millions de véhicules, lorsqu'on est en France avec à peu près, je pense 50 ou 60 millions de véhicules. Au Maroc, on est à 3 millions de véhicules. On est à 3 millions de véhicules, ça c'est tout le parc automobile. Il y a une grosse partie qui est un parc vieillissant, faut pas l'oublier. Est-ce qu'on a un impact vraiment essentiel de la circulation automobile aujourd'hui, ou c'est juste la concentration, l'effet de concentration qui joue son rôle? D'abord, il y a problème de contrôle. Vous pouvez remarquer vous-même, malgré, ça a été amélioré ces dernières années, le contrôle. Mais malgré tout, vous pouvez sortir aussi à Gaza aujourd'hui et vous voyez des échappements. Pourquoi ils sont pas pénalisés? Voilà une question. Quand vous avez un véhicule qui pollue, vous devez être pénalisé comme en Europe ou ailleurs. Et ici, ça passe devant tout le monde et on est là, on subit la pollution. Ensuite, il y a la ville, comment il est construite au Maroc, vous savez, c'est un fléau. L'urbanisme est sauvage. Les constructions, normalement, vous devez respecter les espaces verts. Et vous savez, je prends Casablanca, parce que c'est flagrant, mais vous pouvez multiplier ceci et voir toutes les villes du Maroc. Particulièrement Casa. Particulièrement Casa, qui est en dessous de ce qui est recommandé par l'OMS en termes de ratio espace vert par habitant. Et même pas 1 mètre carré. Alors que c'est au moins 12 mètres carrés, vous trouvez des 15, 20 plus en Europe. Et donc, la loi est claire, il faut qu'on respecte la loi, donc il y a un problème de respect de la loi. Il faut qu'on puisse garder les espaces verts pour toute construction. Sauf qu'ici, pratiquement à Casa et ailleurs, j'insiste, il y a d'autres villes, c'est pareil, que il y a des dérogations, et par ces dérogations, on utilise l'espace. C'est ce qu'on appelle la constance de la dérogation. La dérogation devient l'exception devient la règle. Voilà, l'exception devient la règle. Et donc il y a un problème grave. Si on ne résout pas ce problème-là, on peut pas. Alors on va y arriver, bien entendu, on va en parler. Je veux juste préciser un point, c'est que quand je parle de l'urbanisme, c'est que il faut qu'il y ait des espaces verts. Et tant qu'il n'y a pas d'espace vert, vous pouvez pas arriver à l'équilibre. Nous, quand il y a les émanations de gaz, je prends le gaz d'échappement des voitures, mais il y a aussi les usines, autre chose. Je vais vous donner d'autres précisions. Il y a nous. Mais nous, ça va. Mais on rejette du CO2. On rejette du CO2. Le CO2 n'est pas lui-même toxique. C'est pas toxique. Non, mais d'accord. Ça réchauffe. C'est pour le réchauffement climatique, mais il n'est pas toxique quand on vit. Oui, il est pas toxique. On a le CO2 dans le poumon, mais c'est le reste. Certains, ça peut être toxique. Ouais. Donc je disais que lorsqu'on casse l'équilibre, il faut qu'il y ait les espaces verts, il faut qu'il y ait un urbanisme structuré. Alors ce que vous dites, ici, on construit, on discute après. Non, mais ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant parce on prend jamais et c'est pas pour rien que c'est l'OMS qui prévoit ce ratio de mètres carrés par habitant dans les villes en termes d'espace vert. C'est pas pour rien. C'est pas seulement pour de l'ornement, c'est pas seulement pour de l'esthétique, et c'est pas seulement pour du chichi que le ratio d'espace vert dans les villes est imposé. C'est parce que, comme vous l'avez dit, et ça on a tendance à l'oublier, c'est un équilibre entre le bâti et le végétal qui est essentiel pour la qualité de l'air, pour l'équilibre de l'écosystème. La qualité de vie en général. Je vous donne juste un exemple, après on discutera en détail. On prend les gens à Casablanca. Vous arrivez au travail à 8 heures. Normalement, vous devez être reposé pour travailler. Ah non, là, les gens sont énervés. Donc, vous sortez. Vous avez l'impact de la pollution, l'impact du stress, les klaxons, le manque de respect des feux rouges, une anarchie totale, ce qui fait que quand vous arrivez au travail, vous n'êtes pas
capable de travailler avec tout le pouvoir que vous avez. Donc vous avez un rendement sur l'économie, un rendement sur la qualité du travail. Donc ça, on peut faire des études et sortir ceci. Alors j'ai beaucoup de questions qui arrivent, notamment bien entendu sur la décharge de Mediouna, mais aussi sur d'autres décharges. J'ai des questions aussi sur les usines, sur l'impact des rejets de différentes usines, et j'ai aussi des gens qui parlent voilà, vous parliez de la ville, il y a des gens qui parlent de l'architecture et de la design de la ville est fait de telle sorte à favoriser la pollution. Ça, c'est Adil qui nous dit ça sur la page Facebook. Mais je vais quand même revenir à votre association. Est-ce que juste nous donner quelques détails, parce que je vous ai pas laissé la présenter. C'est vrai que c'est intéressant de savoir, puisque je vous rappelle que vous êtes président de l'association Maroc Sciences et Développement Durable, et vous êtes président du réseau des associations de Casablanca pour l'environnement et le développement durable. Il y a autant d'associations à Casa pour l'environnement et le développement durable pour qu'il y ait un réseau des associations de Casa. Bien sûr, c'est Casablanca Stade, c'est la région. Oui. Tout d'abord, rapidement, c'est l'université. Je suis professeur d'université, directeur de laboratoire, donc nous voulons que les universitaires s'investissent dans leur vie. Oui, faculté des sciences BENMSIC. Donc, on veut que les universités s'investissent. Ils ont des compétences scientifiques. Nous avons des gens de master, de doctorat qui sont avec des niveaux très élevés, qui vont en Europe, etc. Et maintenant, on veut capitaliser ce travail pour descendre sur le terrain et essayer de donner un coup de main à notre environnement, à notre région. Et donc c'est pour ça que ces associations, Maroc Sciences Développement Durable, qui est nationale et qui a le siège à la faculté de sciences BENMSIC, et le réseau des associations de Casa Environnement qui a le siège aussi à BENMSIC, et beaucoup de monde travaille sur beaucoup de choses. Et je peux juste citer quelques points importants que nous voulons. Vous pouvez pas agir, vous avez les décideurs, la ville par exemple, ils peuvent décider, vous avez les budgets colossaux qui sont investis. Ou pas, parce qu'il y a de l'argent qui n'est pas dépensé, il faut le dire aussi. Disons, oui, mais disons qu'il y a un investissement important dont le résultat des fois n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut agir sur le civisme des gens. Et vous pouvez pas nettoyer. Regardez le problème des déchets à Casablanca. On parle de Mediouna. Mediouna, c'est la fin. C'est la fin des déchets. C'est la fin du cycle. Du cycle, mais enfin, la fin. Non, c'est pas la fin du cycle. Ouais, c'est l'avant-fin du cycle. Voilà, c'est le dernier problème du cycle. Et que vous pouvez voir avec tout l'effort qu'il y a, tout le matériel, ce que vous voulez, s'il n'y a pas le civisme. Dès que le camion passe, les gens jettent dans la rue. Vous pouvez faire un tour à Mohamed V ou le centre-ville de Casablanca, qui est quand même... C'est une catastrophe. Et c'est inimaginable. Donc, si vous agissez pas sur tout le corps, comme un corps, si vous avez mal à un doigt, vous pouvez pas guérir le doigt si tout le reste n'est pas guéri. Donc il faut agir sur tous les coins. Et le civisme est très important. Ce civisme, c'est une pollution aussi. Le manque de civisme, c'est une pollution aussi. Non mais c'est vrai, ça aussi c'est un concept. 10h22, on a Salim au téléphone. Bonjour, c'est Salim. Bonjour Monsieur Tadlaoui, je voulais vous féliciter pour la qualité de votre programme. Merci et vous remercier et remercier votre invité. Alors je voulais juste noter un sujet, c'est un petit calcul mental. Ce bétonnement qui arrive à Casa, qui se produit à Casa. Les zones villas qui deviennent zones immeubles. Oui. Supposons que la commune n'a pas assez de moyens pour créer des espaces verts. Est-ce que ces zones immeubles, normalement un immeuble qui se construit il devient rentable à la place d'une villa, par exemple. Le nombre d'immeubles qui se construit, est-ce que ça génère des rendements pour la commune? Pourquoi une partie de ces rendements, ne pas les créer, ne pas les réserver pour créer des zones, des espaces verts et ça. Ah, mais alors, si vous saviez, comme je suis d'accord avec vous, et si vous saviez que lorsque j'ai eu le maire de Casablanca, c'est vraiment allé sur ce plateau, et que ça soit le ministre aussi, l'ancien ministre de l'urbanisme, qui était Simroun, et qui est venu sur ce plateau, je lui ai dit exactement ce que vous venez de dire. Je dis, nous, vous savez, on est pas loin du Ma'arif, de Ma'arif Extension, où aux alentours du complexe Mohamed V, c'est une zone villa qui vient de devenir zone immeuble. Ça génère des bénéfices absolument et des plus-values absolument incroyables, énormes, que je trouve, moi, je ne suis pas communiste, mais je peux me définir comme social-libéral, comme indécentes.
Mais peu importe, c'est le jeu, pas de problème. Mais voilà, on est d'accord. Et ça, c'était une proposition de donner une partie c'est-à-dire une taxe qui serait qu'on pourrait appeler verte ou taxe espace vert sur vraiment ces plus-values énormes, hein, qu'on soit bien d'accord, qui permettent, lorsque construit un immeuble à la place dans les zones villas, où ça permet finalement de reconstruire une espèce d'écosystème, de mettre des espaces verts. Mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu lettre morte. Hein, c'est un peu ça, oui. Excusez-moi, je passe par les zones, par exemple, à Noël, c'était un havre de paix. Je vous jure que je passe, chaque jour, c'est l'amertume dans mon cœur, parce que Casa, elle se bétonne. C'est catastrophique. À quoi pensent les gens? Quelle qualité de vie aux gens maintenant? À quoi sert avoir de l'argent, de grosses voitures, et tu vis dans une ville qui est vraiment polluée, vraiment stressante pour... Vous posez les questions, j'adore, vous posez les questions essentielles. Oui, mais ce sont après, c'est le problème de l'ultralibéralisme, hein. Ça pose le problème de la collectivité, du savoir vivre ensemble et de ce qu'on fait de nos villes. Alors c'est ce petit par rapport à ce qu'on entend. C'est vrai que là, les zones villas qui deviennent des zones immeubles, qui peut être justifié, on est bien d'accord, hein, parce que les zones villas, faut pas oublier que ça occupe beaucoup d'espace pour un nombre de personnes très limité, hein, ça prend beaucoup d'espace, donc on peut comprendre qu'il y a des zones qui deviennent immeubles, mais ça soit fait de manière planifiée. Oui, bien sûr, mais ces jardins, elles participaient à l'environnement. Oui, absolument. Oui, c'est ce petit. Oui, ça c'est un point concret, c'est un exemple concret, mais on peut le multiplier dans beaucoup de cas. Il faut, je répète encore, il faut respecter la loi. Lorsqu'on construit, normalement, il y a une zone qui n'est inconstructible, qui doit être pour un espace, pour respirer, pour espace vert, et il faut appliquer cette loi, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Mais je vais aller plus loin. Mais est-ce que c'est assez pragmatique? Je pose la question, parce que on a eu la COP22 l'année dernière. On a fait preuve pendant un moment de beaucoup de pragmatisme. Hein, parce qu'on n'est pas très fort des fois pour être pragmatique, là on l'a fait. Est-ce que aujourd'hui, faire respecter la loi, d'un point de vue urbanistique, on le sait très bien sur ce plateau, on n'y arrive pas. D'accord. Alors ça peut-être qu'on est en train de mettre en place des choses et des réformes pour y arriver bientôt, mais on n'y arrive pas. Et l'espace vert, c'est vraiment le dernier des soucis. On a l'impression, on voit juste le résultat avec Casablanca, c'est vraiment le dernier des soucis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière pragmatique? Quelles sont les solutions, quoi? Ça serait quoi? Je fais d'abord un autre constat. Ouais. Supposons que la ville est bâtie comme ça, dans un peu de l'anarchie. Ils ont vendu les espaces verts, ça a été acheté, et donc détruit. Maintenant, si je veux, ce qui m'inquiète le plus, ce qui est grave pour moi, c'est l'avenir. Et on est en train de compromettre l'avenir. Regardez ce qui se construit maintenant. Regardez la ville d'Al-Rahma, par exemple, tous les environs. On est en train de construire des ghettos où il n'y a pas d'espace du tout. Et on est en train de mettre en péril notre avenir. Donc, on doit au moins interdire toute nouvelle construction qui ne respecte pas les espaces verts. Et en plus, c'est pas suffisant. Il faut après attaquer ce qui est là. Tous les espaces qui existent, qu'on peut verdir, il faut le faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ça me reste un peu pessimiste, un petit peu. Je suis très optimiste. Je reste pessimiste un petit peu. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h38, vous l'aurez remarqué, on vous fait un spécial Queen aujourd'hui dans les experts, il n'y aura que du Queen, voilà, que du Freddie Mercury, c'est tout, c'est comme ça, c'est décidé, ça ne souffre aucune discussion, il y a pire de toute façon. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80, ou la page Facebook des experts, on parle environnement aujourd'hui, on parle de pollution, la pollution de l'air, et j'ai le plaisir d'avoir pour la première fois sur ce plateau comme expert, professeur Saïd Sebti, vous êtes président de l'association Maroc Sciences et Développement Durable, président du réseau des associations de Casablanca pour l'environnement et le développement durable. Vous êtes le directeur du laboratoire de chimie de l'université Bemsik, c'est bien ça? Faculté des sciences de Bemsik. Donc merci d'être avec nous. Hein, en tout cas, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. J'ai Kenza au bout du fil. Bonjour Kenza. Oui, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Très très bien. Ça fait plaisir de vous avoir. Ah ben moi aussi ça me fait plaisir, j'adore les Kenza.
Moi, je suis dans une pépinière et quand vous parlez environnement, j'ai dit tiens, je vais appeler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ah, vous êtes dans une pépinière en ce moment là? Oui, bon, oui, bah, oui, très en bien. ce moment, oui. Non, mais je suis venue pour respirer un peu d'oxygène parce que vous faites bien. Échapper un petit peu. Voilà, donc moi, ma question, elle est directe à Monsieur Sebti par rapport au projet. Il parle de certains projets dans l'immobilier et qu'il faut faire respecter la loi parce que nous, à Kenitra, on a ce problème. La ville n'arrête pas de s'agrandir. Il y a beaucoup de promoteurs qui arrivent, mais le pire, c'est que moi, je suis partie, j'ai vécu à l'étranger pendant 10 ans. Quand je suis revenue, j'ai vu les constructions à côté de la réserve de Sidi Bouraba, qui est une réserve protégée par l'UNESCO. Oui. Et au départ, avant les élections, on avait posé la question à un ministre, est-ce que vous allez faire construire? On a dit non, on va pas, c'est impossible, c'est une réserve. Maintenant, voilà, je passe à côté, il y a le projet, il est là. Allô? On vous écoute, allez-y. Donc le projet, il est là, et c'est un projet, bien sûr, qui appartient à l'État. Donc je voulais poser. Et puis nous, à Kenitra aussi, on souffre du problème de la poussière noire. L'usine c'est le gaz qui émane de l'usine ONE de l'électricité. Et ce problème n'est toujours pas résolu, alors que c'est à l'État de le résoudre. Moi, je comprends pas l'État. On a fait le COP22 et on est des leaderships, mais moi, je ne vois pas ce leadership. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on a fait contre l'importation des voitures qui polluent? Parce que la pollution, bien sûr, l'État doit intervenir. Et puis aussi, il y a la pollution des ferros. Des Marocains, ils sont obligés, je sais pas, c'est une obsession d'avoir des grosses voitures, hein, même si on n'a pas, je sais pas, on peut faire des crédits n'importe quel pour avoir des voitures qui polluent. Moi, j'ai dit aux gens, ces voitures et le logiciel de détection de CO2 était trafiqué. Ah, moi, je m'en fous du moment que, voilà, je me fais plaisir. J'ai dit, mais après, c'est vos enfants qui vont payer le prix parce que même à Kenitra, on a beaucoup de problèmes les enfants, ça commence, un problème respiratoire. Avant, généralement, c'était sur Casa. Mais maintenant, maintenant, ça vient chez nous, à Kenitra. Marrakech aussi. Voilà, Marrakech. Et je voulais savoir, c'est juste au niveau de la loi, il faut respecter la loi. Je voulais savoir si les associations à Casa, est-ce qu'ils ont réussi à faire appliquer la loi et à bloquer un projet immobilier? Et lequel? Parce que nous, on a vraiment envie. Moi, franchement, si le monsieur Septi me donne une réponse positive, moi, je suis adhérente. Bon, merci en tout cas vous avez posé beaucoup de problèmes, on va essayer juste de les catégoriser, mais juste, je vais prendre par la fin, le poids des associations. Et ça, c'est un élément extrêmement important, et vous le savez, dans les experts, on reçoit beaucoup les associations, que ce soit l'association de protection des consommateurs, mais tout type d'association, et notamment dans l'environnement. Il faut pas oublier que l'année dernière, à la COP22, une attention toute particulière avait été mise sur la société civile, dans la zone verte, notamment de la COP22, où justement elle était là pour donner la parole au milieu associatif et à un ensemble de projets. Et là, la question, elle est vraiment de savoir, elle est centrale, ce qu'elle vient de nous dire, si c'est en cohérence avec tous les objectifs qui avaient été fixés au niveau de la COP22. Je pense notamment à Célia Zami, mais est-ce que aujourd'hui vous êtes de vrais vis-à-vis? Est-ce que les autorités vous reçoivent? Est-ce que les communes vous reçoivent? Ou alors ça y est, l'effet COP22 est passé et on vous écoute pas? Normalement, le poids des associations est très important. Ils peuvent agir. Normalement. Je dis pas. La réalité. Parlons de la réalité parce que peu dans théories. La réalité est autre. Oui. Les associations, c'est un peu plus ou moins désorganisé, c'est pas très structuré, c'est difficile un petit peu. Et il y a un peu d'aide, mais on n'est pas actuellement. Il y a très très peu d'associations au Maroc qui peuvent aller faire le plaidoyer. C'est possible. Donc il faut que ça soit suffisamment structuré pour avoir des juristes, pour avoir un certain nombre d'acteurs qui vont aider. Actuellement, on n'est pas. Vous avez assez de gens, assez d'adhérents ou pas? Les gens sont sensibles ou pas? Dans le problème des associations, c'est qu'il faut avoir des gens, des gens qui adhèrent aussi et qui vous permettent de peser. L'associatif au Maroc n'est pas assez développé. Je parle vraiment de l'environnement. C'est de l'environnement. On a énormément d'associations, mais je parle au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement, on est comme les autres. C'est une miniature, mais c'est la même chose. Il y a structuré, mais pas assez fort pour pouvoir
plaidoyer réellement. Et donc, c'est possible de le faire. Et donc, par contre, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a des choses beaucoup plus simples, au lieu d'aller jusqu'à la justice. Oui, il y a des choses plus simples. Et c'est très réactif au Maroc. Il suffit de faire, je donne un cas concret, ça a été fait plusieurs fois ici. Il suffit de faire une pétition, regrouper un certain nombre de personnes qui sont gênées directement par cet effet, avec l'appui de quelques associations, et présenter ces pétitions aux autorités. Et je suis sûr que ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et il y a des commissions qui sortent, parce que les préfectures sont très actives. Ils sont dans l'obligation de le faire parce que ils ont des commissions où il y a tous les secteurs, la santé, l'hygiène, la police, etc. Et ils vont aller sur le terrain pour constater les choses. Mais quand c'est l'urbanisme, je pense que c'est quelque chose de très très puissant. Et une plainte n'est pas suffisante. Et malheureusement, s'il y avait une solution, on l'aurait déjà appliquée ici. Et ça, c'est alors, par rapport à ce que nous a dit de cette auditrice, et lorsqu'elle parlait du niveau de pollution de Qnitra, avec l'impact sur la santé, notamment sur les maladies chroniques telles que l'asthme, ce qui est aussi quelque chose qui est extrêmement visible au niveau de Casablanca, vous m'avez dit Marrakech. Parce que c'est pas la première ville à laquelle on pense quand on parle de pollution. Vous nous dites que Marrakech est très polluée. Oui. Marrakech, je parle de la ville de la Médina et des ruelles. C'est très pollué. Pourquoi? Parce que il y a une circulation très dense. Et une très faible circulation d'air. Très faible circulation d'air, voilà. C'est le lien. Donc à Casablanca, il y a beaucoup de pollution, mais il y a souvent de l'air dans des ruelles. Par contre, vers Mahalif, par exemple, dans le quartier ici, c'est très très pollué. C'est plus pollué que les zones proches des usines, c'est de balancer aux ordinateurs. Parce que il y a un manque de circulation d'air. Donc tout est lié. Donc si la pollution reste stagne, ou si le vent est inverse, il vous renvoie la pollution vers les habitations. C'est pour ça que la construction, normalement, doit être faite par étude, après étude, des problèmes, tout ce qui est météorologique pour savoir le vent dans quel sens il souffle. C'est comme ça qu'ils font dans des pays développés. Ici, on voit un espace et on construit. Et après, on se rend compte que la fumée vient vers cet endroit. Et donc, ce que je veux préciser, d'après ce qu'elle a dit, il suffit de sucer son doigt et de mettre au-dessus de sa tête et de voir dans quelle direction souffle le vent. Donner quelques précisions sans rentrer dans les détails trop techniques ou scientifiques. Je veux dire que la pollution, quand c'est la poussière, des fois on croit que c'est dans les villes. Faut savoir que les cancers, l'impact mondial, c'est dans les zones où il n'y a pas les villes, où il y a le désert, où il y a les sables. Parce que, à cause de ces particules fines. Et donc, eux, les habitants là-bas, ils savent. Mais comment ils atterrissent là-bas? Comment ils atterrissent là-bas, ces particules? Non, c'est les particules, c'est les sables, c'est la poussière. Et que les gens, ils savent bien, ils mettent toujours le châle autour pour filtrer. Et donc, en ville, par exemple, dans les villes polluées, le centre des villes, toutes les villes, y compris Marrakech et autres, il faudrait que deux choses. Un, il y a des mesures de pollution qui sont faites partout. Il y a des unités installées. Ce qu'il n'y a pas, et que ce qu'on demande, c'est de rendre public ces mesures, mais de rendre public immédiatement. Et alerter. À quoi ça sert de rendre public? Non mais faut alerter les gens parce qu'il y a des gens qui sont malades. On peut leur dire aujourd'hui, par exemple, au centre de Casablanca, les gens qui sont malades d'asthme, les jeunes, les enfants, ceux qui ont personnes un peu âgées, sensibles, vous sortez pas entre 10h et 17h au moment de pollution dans telle zone parce qu'il y a un taux d'ozone très haut ou bien une pollution particules très fortes. Ça, c'est la santé publique. Tout le monde y gagne, y compris le ministère de la Santé et l'économie marocaine. Alors, on doit donner l'information sans qu'il y ait de mesures concrètes. Alors, on voit bien dans des grandes métropoles, on a expérimenté dans des grandes villes européennes la circulation alternée dès qu'on dépassait un certain pic, avec aussi la baisse de la vitesse sur les autoroutes. Mais sachant que ici, pour faire respecter la vitesse 5 en ville, c'est un problème. Donc voilà, c'est toutes les. Alors, on va juste prendre Hussam, on reviendra là-dessus. Bonjour Hussam. Bonjour, je m'appelle Hassan Moussouri. Oui, Assidi. Alors, moi, je fais partie du collectif qui vient d'être créé le 15 novembre. Le collectif pour la protection de l'environnement. C'est un collectif qui regroupe à peu près 11 associations. Oui. Déjà le 15. Là, aujourd'hui, on a à peu près 15 associations. D'ailleurs, le professeur, il connaît très bien
parce qu'on a travaillé longtemps sur cette problématique de l'environnement, principalement à Casa. Aujourd'hui, nous, notre action, principalement pour être très pratique, c'est de militer pour arrêter, quasiment de stopper la décharge de Mediouna, parce qu'elle est source d'un point noir extrêmement dangereux et nocif pour toute une population d'à peu près 7 à 8 millions d'habitants, qui est équivalent à peu près à la population de la Tunisie tout entière. Aujourd'hui, on est en train de souffrir de tout ce qui sort de cette décharge, à savoir quasiment le méthane, qui est à peu près 25 fois plus nocif que le carbone. Et puis aujourd'hui, on a un ensemble de personnes qui travaillent et qui sont mitoyennes de cette décharge et qui ont des maladies. Mais je peux dire que nous, on a essayé dans notre collectif d'avoir des informations du ministère de la Santé pour avoir la typologie des maladies causées par cette décharge. Et je peux vous dire qu'il y a des choses très graves que le ministère de la Santé doit lancer une enquête, mais vraiment pratique sur le terrain pour déjà recenser les personnes qui sont malades. Et en plus, aujourd'hui, je pense que le collectif a lancé une pétition légale qui respecte tous les articles qui nous ont été donnés par la Constitution de 2011, à savoir l'article 12, 13 et 14. Et nous, on dit aujourd'hui la pétition a dépassé à peu près 2000 signatures, avec des cartes citoyennes, etc. Et ça regroupe, bien sûr, Bouskoura, la ville verte, ça regroupe un choc, Sidi Marouf, bien sûr, et aussi, parce que parmi nous, il y a des associations qui sont mitoyennes, mais vraiment mitoyennes de la décharge, qui est la Mediouna, Moussafia et environ. Et là, je dis, il faut voir vraiment, parmi les revendications qu'on a établies, c'est qu'on fasse partie de tout ce qui se dit et tout ce qui se décide au sein de la wilaya de Mejlis Medina, et qu'on soit partie prenante. Aujourd'hui, on a parmi les Mais vous avez, alors excusez-moi, parce que ça, c'est un sujet dont on avait parlé déjà. À l'époque de la COP 22, on avait eu, à l'époque, Hakim Al-Hayta, qui était la ministre de l'Environnement, avait pris ce dossier à cœur. Il y avait des promesses qui avaient été faites, mais depuis, ça n'avance pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste là-bas. On nous a, alors, en investiguant un peu, en écoutant les uns et les autres, en allant voir, on nous oppose comme d'habitude la dimension sociale qui est bien sûr réelle, parce que il y a aussi beaucoup de choses que des gens découvrent, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais aujourd'hui les Mikhala, qui sont ces chiffonniers que vous voyez. Alors il y a ceux qui sont dans les rues, c'est que vous voyez trier les déchets dans les poubelles, et il y a les Mikhala qui sont dans la décharge. Il y a des gens qui vivent là-bas. C'est quand même assez impressionnant de voir que ces gens-là qui jouent un rôle absolument incroyable. Hein. Ce sont des trieurs. Ils trient, hein. Et ça, on nous oppose ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez créé ce collectif. Il y avait déjà eu des pétitions, il y avait déjà eu une mobilisation, notamment des habitants de la ville verte, qui porte malheureusement, c'est assez paradoxal au niveau de son nom. Quelle réaction vous avez aujourd'hui? Parce que ça, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau aujourd'hui. C'est qu'on veut porter vraiment la chose au plus haut niveau. Pour ce que vous dites, Donc on va encore faire appel à Sa Majesté encore une fois? Bah oui, c'est exactement ça. Bon, alors, allons-y. Mais à chaque fois, on nous parle de 6 mois. Ça fait depuis 2010 qu'on nous dit, dans 6 mois, ça va être réglé. Et il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a encore une personne qui est sortie qui nous dit encore, ça va prendre 6 mois. Et on sait toute la problématique, bien sûr, de toutes ces personnes, les 2000, 3000 personnes qui travaillent quotidiennement dans des conditions mais incroyables. Ah oui, ça on oublie, hein, ils sont pas, faut pas les imaginer dans un bureau, hein. Non, ce sont 2000, 3000 personnes qui travaillent dans des conditions précaires et absolument horribles. Mais par contre, il y a aussi des initiatives qui sont très timides, bien sûr. On parle aussi de très sélectif, qui va agir en amont pour qu'on puisse réduire le nombre de déchets que tous les Casablancais sont déversés dans cette décharge, de réduire au moins de 30% le nombre de déchets, parce que c'est un vrai business. Ça coûte, on a des chiffres entre 2 milliards et 2 milliards 500 de dirhams, qui est un peu
recyclé, c'est une valeur marchande. Il y a le plastique, il y a le carton, il y a tout ce qui est jeté, qui est soit recyclé, soit vendu à l'étranger. Et là, on dit il faut faire vraiment ce qu'on appelle tout un circuit à partir des maisons, des ménages, pour qu'on réduise notre consommation, qu'on en réduise un peu nos déchets et qu'on mette en lumière toutes les filières qui vont travailler, parce que ça, je suis sûr et certain, il y a une valeur ajoutée à aller chercher. Non, mais la valeur ajoutée, elle existe, mais après, c'est qui doit être la locomotive de tout ça. Alors, attends, je vais juste faire réagir professeur Septi, vous êtes professeur de chimie, vous êtes spécialiste en chimie, je veux juste revenir parce que c'est vrai que ce problème, il est quand même assez, c'est une tache noire, hein, alors c'est très transversal, que ça soit dans l'urbanisme, que ça soit dans la gouvernance locale, que ça soit on crée une ville verte avec tout ce que ça peut avoir comme symbolique, avec des projets, avec qui est l'extension de Casablanca, et il y a cette décharge qui est hors toute norme, hors toute norme, que ça soit d'un point de vue gestion, que ça soit d'un point de vue social, avec ces milliers de gens qui travaillent dans des conditions absolument c'est la cour des miracles là-bas. Je reviens juste à votre compétence qui est la chimie. Qu'est-ce que ça dégage concrètement, pour dire aux gens ce que ça dégage comme substance, une décharge pareille, et dans quel périmètre ça dégage ces substances toxiques? Tout d'abord, décharge de Mediouna, c'est la décharge sauvage de Mediouna. Oui, il faut préciser, bien sûr. parce que des décharges sauvages. Normalement, une décharge doit être contrôlée. Et il y a des normes pour contrôler. Il y a beaucoup de projets, je sais qu'il y a des projets depuis un moment. Les projets sont là, mais on trouve pas le terrain. Il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Entre-temps, il y a la santé des gens, la santé J'adore quand on trouve pas le terrain. On trouve le terrain pour faire des choses absolument incroyables, mais alors des décharges. On comprend pas. Parce que la santé publique est au-dessus de tout, et puis on peut toujours trouver un terrain et faire les choses dans les normes, comme ça a été fait dans quelques villes. Le problème est résolu ici, c'est catastrophique. La pollution des décharges est multiple. D'abord, avant, il faut dire qu'on dit travailleurs qui là-bas, c'est intolérable. C'est pas un travail. Ils sont dans des conditions inhumaines. C'est pire que des esclaves, même s'ils croient qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent... vous avez une seringue qui contient sang contaminé, ils peuvent attraper le sida, autre maladie très grave. Hépatite et autres. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas contrôlé. Ni les décharges, ni les gens qui sont... C'est pas possible que les gens vivent là-bas, c'est pas possible. Même vous-même, vous traversez une voiture dans le coin, vous êtes obligé de fermer, de couper l'air, de mettre l'air conditionné interne. Et donc, c'est intolérable. Les solutions existent. Et je suis très content qu'il y ait un collectif. Voilà un exemple, on a parlé tout à l'heure. Il faut que les gens se regroupent, et puis interpellent, écrivent, et ça peut qu'à faire avancer le dossier. Mais c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. C'est ça le problème, c'est que ça date pas d'hier. Et ça, on tourne et on revient toujours au même problème, qu'il faut que les responsables agissent, et ce collectif peuvent accélérer, puisque le dossier existe. Et donc, il faut faire une pression, et c'est normal, c'est tout à fait logique. Dans une démocratie, il faut que les gens fassent pression. Qui existe déjà, et regardez, on va arriver encore, in fine, à faire, et ça a déjà été fait, une vidéo a été faite en appelant à Sa Majesté pour intervenir. C'est-à-dire, il y a un moment, voilà. Peut pas mais faire ça pour tous les dossiers, je comprends pas. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Eh ouais, spécial quid, vous savez, dans les experts aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre. Ça nous permet de nous calmer quand on parle des problèmes d'environnement qui sont pas résolus, notamment relatives à la décharge de Mediouna. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Avec moi sur le plateau, professeur Saïd Septi, président de l'association Maroc Science et Développement Durable et président du réseau des associations de Casablanca pour l'environnement et le développement durable. Vous allez me répondre sur les dangers, bien entendu, de la décharge dans quelques instants, mais on prend notre auditeur au bout du fil, qui nous appelle de Mohamedia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Merci, c'est ça. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre émission, vos experts. Merci à vous. Bonjour, monsieur Septi. En fait, ce sujet aujourd'hui me tient à cœur. Moi, je suis ingénieur en eau et environnement et j'habite à Mohamedia.
pour vous dire, vous connaissez un petit peu notre mal aussi. Oh, oui. Le panache d'on sait pas quoi qu'on respire tous les jours, qui émane de la centrale thermique. On se demande aussi, est-ce qu'il y a un armada législatif pour réprimer un petit peu les pollueurs, parce que je sais qu'il y a une loi pollueur-payeur, mais qui est tombée dans les oubliettes, et je ne sais pas si c'est actif ou pas. D'un point de vue législatif, qu'est-ce que l'État a fait pour dissuader les gens de polluer, de toucher un petit peu dans leur bourse pour éviter qu'ils polluent? On revient encore une fois à l'application de la loi. On a une charte nationale de l'environnement et du développement durable, vous le savez, qui a été établie, c'était en 2009. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ça soit en termes de diagnostic, et une fois qu'on a le diagnostic, quel est le levier pour agir? C'est ça la question. Ok, imagine, Mohamedia, on le sait depuis des années, et ça vous allez me le confirmer. Entre la raffinerie, bon maintenant c'est plus le cas, mais il y a aussi la centrale thermique comme vous l'avez dit, c'est extrêmement polluant, et les pathologies chroniques qu'on peut avoir au niveau de Mohamedia sont assez importantes. Ça, des médecins ne contrediront pas. La zone Mohamedia Casa, c'est jusqu'à Sidi Bouaglancy. C'est la zone la plus polluée au Maroc, point de vue industrie. Et la législation existe. Il y a des contrôles normalement, mais vous savez, c'est très difficile quand une grosse usine, c'est très difficile. Dès que vous allez intervenir, les responsables vont dire que ça demande du temps, premièrement. Et il y a le problème social, économique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour changer tout. Mais la loi existe normalement. Aucune usine ne doit dégager, que ce soit des gaz ou du liquide, ne doit éjecter quelque chose qui n'est pas traité. Ça veut dire qu'il faut un filtre. Quand c'est l'air, il faut un filtre qui va enlever tout ce qui est pas pollué et qui va éjecter de l'air qui est, disons, qui respecte les normes. La pollution existe, mais dans les normes. Et la même chose pour les effluents liquides. Malheureusement, ça se fait, mais il y a beaucoup de retard encore. Et nous espérons que les autorités, le ministère, ils ont fait beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses. Il faut que ça soit appliqué. C'est pas le cas pour tout le monde pour l'instant. Cette zone est le problème, c'est qu'on n'a rien d'autre à dire. Voilà. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y a rien d'autre à dire. C'est qu'il faut que la loi soit appliquée. Et à partir du moment où on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plus de notre ressort. Mais par contre, il y a des normes qui existent. On le rappelle encore une fois, une charte nationale pour le développement durable, pour l'environnement, avec des projets qui ont été lancés, avec un ensemble de contrôles qui existent encore une fois, mais vous l'avez dit, qui sont pas rendus publics. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Il faut quand même, faut qu'on soit clair aussi. Le ministère, le site du ministère est très fourni. Et vous avez toutes les informations sur les lois, sur les études, tout est là. Tout est là. Non, ça, je vous parle des mesures. Vous parliez tout à l'heure que c'était important de communiquer en temps réel sur les niveaux de pollution atmosphérique qui existent dans plusieurs villes de Royaume. Sachant qu'on dispose de ces données-là. C'est l'étape qu'il faut franchir maintenant. C'est de ça dont je parle. Il faut l'exiger. C'est une exigence pour la santé publique. C'est pas une donnée confidentielle. Non, du tout. Bon, voilà. Mais pour l'avoir, il faut l'avoir en temps réel pour pouvoir agir. Et donc, ce problème qu'il y a à Mohamedia, il est un peu partout. Je veux quand même revenir à la problématique de décharge tout à l'heure. Oui, alors la décharge de Monet, parce que je vous ai posé une question très concrète, c'est de savoir quels sont les dangers. Et vous qui êtes chimiste, quels sont les éléments et les composantes qui se dégagent et qui sont dangereux pour la santé? Si je veux résumer, je veux dire qu'il y a deux problématiques d'une décharge sauvage, telle que celle de Mediona. Vous avez tout ce qui est liquide. Je peux résumer l'exivia. Un jus, c'est un jus. C'est un jus d'ordure. Un jus. Quand vous avez une bonne orange, vous avez le jus d'orange qui est magnifique. Et quand vous savez ce qui est déposé là-bas, vous avez un jus qui est très chargé en métaux, très chargé en polluants toxiques, très toxiques, des minéraux, des produits organiques, des bactéries et tout. Et ce jus-là, il va se concentrer, il va s'infiltrer
D'abord, c'est des odeurs qui se dégagent, du soufre, de l'azote, des odeurs très puissantes. Et il va suivre. Les odeurs, ça vient du soufre et de l'azote. Ouais. Le soufre surtout. Il y a d'autres composants qui sont bon, très. Et que la nature veut qu'on c'est mauvais, ça c'est dangereux. Et là, c'est vraiment le cas. Oui, c'est fait exprès. C'est dangereux. Et donc, ça va s'infiltrer et ça va aller jusqu'en nappe phréatique. Et là, ça va polluer l'eau. Ça veut dire quoi? Les puits, il y a beaucoup de gens qui utilisent encore les puits, vont être pollués. Deuxième point, ça va utiliser et polluer cette eau-là qu'on va irriguer avec. Imaginons une eau polluée, vous allez irriguer et vous avez des légumes et autres choses qui vont, et ça va être le bétail. Vous savez, donc la pollution, il va suivre son cours, il va finir par atterrir sur l'humain. Et la santé humaine est le final de la pollution. Vous atteignez la santé humaine, ça veut dire que c'est le summum de la pollution. Est-ce qu'on je connais la réponse à cette question, mais est-ce qu'on a pris la mesure de l'impact, parce que c'est la décharge de Mediouna, c'est pas juste une gêne pour les gens qui habitent aux alentours, les pauvres travailleurs entre guillemets qui travaillent dans la décharge, et ça concerne des milliers de gens. Est-ce qu'on a mesuré l'impact que ça pouvait avoir en cascade? C'est-à-dire, vous nous dites ça pollue les nappes phréatiques, et sur quel périmètre, donc quoi, c'est-à-dire jusqu'à où on peut retrouver des éléments qui viennent de la décharge de Mediouna? Vous allez manger des légumes. Oui. Si ces légumes sont irrigués par des eaux polluées, vous allez polluer le légume, il va aller au marché de gros et il va être distribué partout. Non, mais dans quelle zone? C'est-à-dire dans quel périmètre cette décharge a un impact? Ça se compte en centaines de kilomètres? Ça se compte en quoi? En dizaines ou en centaines de kilomètres? Ça dépend ce que je veux dire en général. Là, toute la région de Casa, Mediouna, Mouassa sont affectés. Je parle de règles de l'eau. Oui. Il y a l'autre. Oui, de l'eau, oui. L'autre polluant que je veux dire, c'est ce qui est l'émanation de gaz, tout ce qui se dégage, point de vue l'air. Et qu'est-ce qui va se dégager? Ce sont des produits toxiques, chimiques, qui soit de dégradation, parce que les produits chimiques sont là, dégradation, et il y a tout ce qui est bactéries. Vous avez des microbes, et là, ça avec les particules, ça va se diffuser dans l'air. Et donc ça va. Vous avez par exemple le problème d'atteinte des yeux, de pollution en général, y compris là-bas. Vous avez beaucoup de maladies, telles que les allergies oculaires, vous avez les conjonctivites, sécheresse oculaire, ça, c'est très grave. Et donc, ça atteint directement. Vous avez l'œil, c'est très sensible. Et il est le premier à être attaqué, plus toute la peau. Voilà, il vous suffit de dire ça et l'œil me gratte déjà. Voilà. Voilà, ça c'est. Je somatise. Je vois ça. Donc, alors, on va prendre un autre auditeur et on reviendra là-dessus parce que ce sont des éléments extrêmement importants. On a Abdelrani au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Abdelrani Freitag de Casablanca, des collectifs Casa Citoyenne. Bonjour, Dr Sabti, merci pour tout ce que vous faites. C'est vrai qu'au niveau de pollution, il y a beaucoup de sortes de pollution. Il y a la pollution acoustique aussi, il y a la pollution visuelle à travers les panneaux publicitaires, les klaxons des voitures, etc. Il y a la décharge de Mediouna qui est on en parle beaucoup. En fait, nos déchets sont une ressource. Donc, je sais très bien, à travers notre expérience, qu'il y a beaucoup de sociétés italiennes, américaines, qui sont intéressées par la transformation de la décharge en richesse, voire même de jet biofuel. Donc, des solutions existent qui peuvent résoudre le problème, mais en tout cas, un engagement citoyen est très important. Si on revient sur le trait sélectif de Dr Sti, il pourra nous parler encore mieux, parce que on parle d'agriculture et de tout ce qui est toxique, et les étudiants de l'université, de la faculté de Benmsik font ce qu'on appelle le compostage à travers les épultures de légumes, etc., des fruits et légumes, etc. Donc, si on fait un trait sélectif en amont, pas seulement de plastique, carton et vitres, etc., mais aussi de tout ce qui est vert, on pourra résoudre pas mal de choses. Et ici, en plus de ça, nos politiques s'engagent encore plus dans la recherche de solutions catégoriques pour la décharge de Mediouna, parce que l'enfoncement, c'est pas la solution. Il faut transformer la décharge, il faut transformer les déchets, parce que sinon, comme disait le professeur Spiti, on a toujours un problème au niveau d'air et la pollution d'eau aussi. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre thème. Je remercie Dr Spiti pour ce qu'ils font comme université d'abord et comme association en plus, et puis espérons que ça aura un bon écoute au niveau politique. Bonne journée.
Merci à vous. Merci, au revoir. Vous voulez réagir, c'est professeur? Oui, avant de ça, je vais terminer quand même. Oui, allez-y. Point de vue des charges, il y a un point fondamental qu'il faut préciser, c'est que on ne jette pas n'importe quoi. Normalement, il est interdit de jeter des produits industriels. Ces produits industriels doivent être traités avant d'être jetés. Et donc, dans cette décharge-là, on va trouver beaucoup de produits qui sont très contaminés par des métaux lourds et par des bactéries, pas autre chose, et que si on ne fait pas ça, même le tri sélectif qu'il faut faire, et il faut faire ce tri sélectif sur des produits qui sont bien ciblés. Vous pouvez pas contaminer le papier par de matières grasses, huile et autres pour aller le traiter, c'est pas possible, ça va coûter très cher. Et donc le tri sélectif qui a été posé maintenant est très important. Et pour compléter le rayon que peut atteindre ces méfaits de cette décharge, point de vue l'air, je peux dire aucune zone de Casablanca, Mediona, Nourassan, le bout de India va être atteint par l'air. Il n'y a pas de frontière pour les nuages. Exactement. Pour l'air. Il suffit que le vent, très connu, le vent souffle de l'autre côté, tous ceux qui sont à Benmsik ou à Inchouk, ils sentent fortement l'odeur de la décharge, mais très fortement. Quand vous sentez très fortement, ça veut dire l'air, il y a une concentration importante de molécules pour que vous puissiez le sentir. C'est des détecteurs que nous avons dans le nez. Et donc, si vous arrivez à sentir, ça veut dire que ça atteint un certain niveau. Et donc, même si vous êtes à Indien, vous pouvez avoir l'impact. Il est, bien entendu, plus vous êtes proche, plus l'impact est important. Forcément. Ça, c'est évident. Forcément. Et donc, la solution, il faut d'abord appliquer la loi, toujours, je le répète. Mais en plus, il faut faire le tri sélectif pour d'abord gagner de l'argent, diminuer la quantité de déchets. Parce que la décharge, vous faites une autre décharge, elle va être remplie rapidement. Donc c'est pas bien ni pour l'environnement, ni pour le développement durable. On est en train de gaspiller les ressources naturelles. Et donc le recyclage, il faut traiter avant, en amont, avant de le jeter. Donc ça a été des expériences qui étaient faites, par exemple, dans le quartier de Baglancy. C'était une réussite, même partielle, mais c'est comme une réussite. Il faut multiplier, il faut que ça soit organisé. Et qu'on puisse chacun fait le il suffit que les Marocains et les Marocaines se rendent compte que ça serve à quelque chose. Exactement. Et ils y adhéreront. S'ils voient que les autorités suivent par la suite en aval, eh bien de toute façon ça peut, franchement, moi je suis convaincu, même si on est tout le temps sur ce plateau en train de faire appel au civisme, au manque de civisme, etc. Mais si en aval les autorités montrent qu'ils font quelque chose et qu'ils se mobilisent et que ça fonctionne, je suis sûr que ça peut fonctionner. On a Hassan au téléphone. Bonjour Hassan. Bonjour, je vous remercie infiniment et merci Monsieur Sfti. Je me présente, je suis professeur Shahar Hassan. Et professeur Sfti, c'est mon professeur que je passe un bonjour d'abord. Bah voilà, on est entre professeurs. Voilà, je voulais vous parler entre professeurs. On vous écoute, Azini. Bon, voilà, j'aimerais bien uniquement participer à cette émission. Surtout, je parlais uniquement du problème de l'exivia, parce que le problème de décharge, c'est de l'exivia et non pas les déchets. Les déchets, on peut faire un trait en amont et on peut résoudre le problème. Le problème majeur qui reste, c'est l'exivia. Surtout que toutes les décharges au Maroc, ils ont tout un stock énorme de l'exivia. Il faut vraiment se débarrasser, même à Casa, à Rafa, là on entre, il y a des bassins, comme des nappes. Alors on vous entend, professeur, on vous entend très mal. On va essayer de vous rappeler parce que ça coupe. On vous entend de manière hachée et on va essayer de vous rappeler pour que votre message arrive bien. Mais bon, déjà vous pouvez réagir par rapport au lexivia. C'est vrai qu'il nous dit, le professeur nous dit que le problème majeur, au-delà de la pollution de l'air qui est bien sûr extrêmement importante, c'est le lexivia parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est vrai que ça, on se dit, c'est du liquide, et en plus qui est pas, on va dire, concentré quelque part. Il est concentré à partir du moment où il y a stagnation des ordures et puis c'est un ruissellement naturel. Comment on fait pour gérer ce lexivia? Lexivia, premièrement, il faut imperméabiliser le sol.
Vous ne pouvez pas commencer à faire une décharge alors que le sol est perméable. Il faut imperméabiliser des traitements connus. Un peu d'argile, vous me traitez par l'argile, ça permet d'imperméabiliser le sol. Et... Non, mais ça, on est en 2017, on sait faire. Ouais, on sait faire. Bon. Mais il faut le faire. Il y a les techniques, il y a les technologies, il y a les techniques. Non, ça a été fait dans d'autres zones au Maroc. Non, mais voilà, ça existe. C'est des décharges plus petites, ça existe. Imperméabiliser le sol, les déchets vont être déposés, le lixivier va se concentrer au fond et il va finir par il va pas infecter l'eau et il va finir par se dégrader avec le temps. Et donc c'est quelque chose de simple qui coûte rien. Et par contre, est-ce qu'on a récupéré le professeur ou pas au téléphone? Pas encore? Bon, on l'aura tout à l'heure. Donc il y a un point qui n'a pas été soulevé, j'aimerais bien le dire, c'est que on a parlé d'action des décideurs. Oui. On revient toujours aux décideurs, mais c'est pas suffisant, Il faut qu'il y ait le problème de sensibilisation. Il faut que les gens soient sensibilisés, sinon on va jamais y arriver. Comment faire? Il faut agir et il faut favoriser les associations, favoriser les collectifs et non pas les marginaliser. Donc je veux juste donner quelques exemples. Nous avons Casa Environnement, nous avons fait beaucoup de choses pour essayer de sensibiliser une grande masse. Et nous avons par exemple fait les journées sans voiture. On fait déjà 2 journées sans voiture, c'est 3e. Personne ne pariait qu'on allait réussir. Et finalement, la dernière fois, en 2016, c'était la plus grande journée sans voiture en Afrique. Et il y a eu des quartiers qui étaient coupés, et il y a eu une réaction favorable des gens. Il faut voir des reportages qui sont passés dans les médias, et que les gens sont contents, ils disent, au moins on peut respirer un petit peu. Et donc ça n'a pas d'effet de diminuer la pollution, c'est de sensibiliser les gens pour que les lois peuvent être appliquées pour rendre les gens d'avoir un civisme plus poussé, sinon on ne peut pas réussir. Ça c'est en amont, bien évidemment. C'est Hassan, on vous a récupéré. Oui, c'est des merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le problème majeur des décharges, c'est le lexivia. Le lexivia, c'est un produit très toxique et très dangereux. Bon, j'aimerais bien transmettre un petit message, c'est que la solution pour traiter ce lexivia, elle existe. Elle a été testée à l'échelle nationale. C'était une collaboration entre un industriel et un universitaire, moi-même. Donc, nous avons développé un procédé qui est actuellement opérationnel à la décharge de Berkane, et que j'invite toute personne qui voudrait visiter et voir ce que nous avons fait. Alors c'est quoi exactement? Donc, voilà. En quoi ça consiste exactement ce procédé? C'est simple, c'est un procédé très très simple donc pratiquement. Donc nous avons développé un coagulant, c'est un procédé physico-chimique. Un coagulant. Donc on a un coagulant spécifique pour le lexivia. D'accord. Non, mais je répète parce qu'on apprend des choses. Coagulant, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Voilà. C'est une coagulation flocculation, c'est ce petit journaliste certain qui connaît très très bien. Oui. Donc c'est un procédé physico-chimique. Donc on attaque le lexivia par ce coagulant, on obtient un eau qui est clarifiée, on rentre dans un filtre, on obtient un eau qui répond aux normes de rejet direct. On peut le réutiliser dans l'irrigation ou on peut le mettre dans le rejet de la rivière. Donc ça, j'aimerais bien. Donc en gros, c'est un procédé pour recycler ce liquide qui est hautement toxique à la base. Ça vous permet de faire coaguler toutes ces particules qui sont toxiques et de le séparer en fait. On filtre. C'est ça à peu près. Vous avez bien compris. Vous avez des notions scientifiques quand même. Non, vous savez, c'est comme le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Hein, Coagulation, flocculation, c'est une technique qui est utilisée maintenant pour potabilisation de l'eau. L'eau que vous buvez, tous les traitements d'eau, même les eaux usées, passent par flocculation, coagulation. Ça veut dire qu'il y a des molécules et des produits chimiques qui n'arrivent pas à les séparer. C'est très difficile de les séparer. Lorsqu'on va les additionner à certains produits, ils vont se former des groupes se coaguler, ils vont voir des choses plus faciles à les faire précipiter ou à les passer dans un filtre de sable ou autre, ils vont être bloqués. Et donc on arrive à séparer faire facilement. Précipiter, ça me renvoie à mes cours de chimie lorsqu'on parle une précipitation dans un tube, c'est quand on a on se précipite pas. Non mais ça vous me rappelez vos cours de chimie. Je vous invite à la faculté un petit peu pour. Ah ouais. Moi j'aimais bien la chimie. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, il est 11h38, dernière partie. Aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de la décharge de Meduna, notamment de notre air, et on refera des émissions sur la question parce que, bien entendu, ça nous concerne tous. On est à la fin de la COP 23, à un an de la COP 22 l'année dernière, dans lequel le Maroc s'est montré exemplaire au niveau international, mais il faudrait qu'au niveau interne, ça soit la même chose. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On va pas non plus être trop négatif, mais ce point-là de la décharge de Meduna est un problème majeur de santé publique, problème social majeur, un problème environnemental majeur et un problème de gouvernance majeur. Donc ça cristallise énormément de choses et c'est peut-être une bombe à retardement. Une bombe à retardement, et j'utilise le terme avec beaucoup de précision. Pourquoi ? Parce que et ça c'est une auditrice qui pose la question, qui nous dit: les autorités doivent nous donner un délai concret, un plan d'action clair et crédible qu'ils doivent respecter. Le dernier message du maire ne donne aucun délai, aucun engagement, aucune visibilité. Clairement, il ne voit pas l'urgence ni le danger de santé publique. Ça, c'est ce que nous dit CIEM. Et si cette décharge, pour ça que je dis bombe à retardement, et si cette décharge arrivait à exploser un jour pour cause de surcharge, comme ça a été le cas en Turquie. Ça a été le cas en Turquie, pas qu'une fois, plusieurs fois. Première en 93, il y a 23 personnes qui ont été tuées et une dizaine d'autres qui ont été portées disparues. C'était dans une explosion de gaz méthane de décomposition dans une décharge publique à Istanbul. C'était en 93. Il y en a eu une autre dans les années 2000 et j'ai pas tout trouvé, mais ça arrive qu'on ait des décharges qui explosent à cause de surcharge de gaz méthane de décomposition. Oui. C'est vrai, oui. Mais ça il faut le dire aussi. Ça, bien sûr. Des gens, oui. Le gaz méthane, c'est un combustible, c'est une énergie, donc on peut le récupérer. Oui, justement. Aussi, oui. Donc, une décharge sauvage, c'est un danger pour tout. On a déjà cité beaucoup de choses et c'est un problème à résoudre. Je veux revenir sur notre dernier auditeur qui a parlé je le félicite d'abord. C'est Hassan pour son projet de décharge à Belken. Et je veux saisir l'occasion. Coagulant. Voilà, coagulation, un coagulant, voilà. Pour faire la coagulation en flottation, ça permet de faire les séparations. Voilà. Alors, je veux profiter de l'occasion pour dire qu'il faut absolument encourager les chercheurs, les universitaires, parce que si vous faites une recherche internationale, vous allez voir qu'il y a beaucoup de compétences marocaines dans les universités. Ils sont très 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 brillants. Je dis pas tout le monde, mais il suffit de voir dans chaque université. Toutes les disciplines, vous allez trouver un groupe ou quelques groupes qui excellent dans leur domaine au niveau international. Maintenant, tout est visible sur Internet, des sites spécialisés. Et nous, on les met pas en valeur, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient mis en valeur. J'essaie de le faire autant que faire se peut, notamment dans une émission qui s'appelle Oser l'avenir. Mais c'est vrai que ça, il y a la recherche fondamentale, la recherche fondamentale, appliquée, et les innovations sur le terrain Le Maroc peut se développer si l'université n'est pas développée, la recherche n'est pas développée, on peut pas. Il suffit pas de prendre des choses qui ont été faites à l'étranger, vouloir les implanter ici, ça marche pas. Il faut une compétence, une matière grise pour pouvoir les développer, pour pouvoir les encadrer et les suivre. On n'a pas besoin d'un technicien qui va se déplacer de l'Europe pour faire une mise au point, alors que nous avons des spécialistes ici qui ont créé des choses, qui ont développé des choses. Je prends le cas, vous avez dit cité le cas de ce professeur, c'est Hassan, qui vient de nous appeler. Il nous dit que au niveau de Berkane, il y a une technologie qui a été inventée, qui a été mise en place, 100% marocaine, ce coagulant. Je peux pas imaginer que des responsables ici, que ça soit à Casa ou ailleurs dans le Maroc, on se dise mais venez s'il vous plaît, assistez aux réunions, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., quel coût, etc., que ça soit fait. Encourager, multiplier l'opération. Mais c'est même pas question d'encourager, vous faites pragmatique. On a des cerveaux marocains qui développent des technologies qui fonctionnent dans certaines villes, allez les prendre pour nous mettre en place ces solutions et voir dans quelle mesure les appliquer. C'est quand même incroyable. On peut être étonné de voir que des intellectuels sont très puissants ici, mais pour se développer,
il faut qu'il y ait le terreau favorable. Donc il faut leur mettre. C'est pas question de finance toujours. C'est question d'organisation et de gestion et d'encouragement et de mettre les conditions favorables. Et vous allez voir que l'université, ça a été un moteur pour le développement de beaucoup de pays. Et je crois fortement que pour le Maroc, c'est une des solutions pour pouvoir avancer et se développer. On a Aziz au bout du fil. Bonjour, c'est Aziz. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous félicite pour votre émission et je pense qu'il était temps. J'ai vu que vous avez donné beaucoup d'importance ces 2 derniers jours à la décharge de Médina. Donc, moi, je suis Aziz, membre de l'association AMAC Medina Al-Khadra. Donc, nous avons, comme elle a expliqué, un collectif. Moi, mon intervention, tout simplement, je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'idées qui ont été données. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais nous, ce qu'on veut réellement, c'est la solution. Et la solution, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut la trouver. Il faut avoir des benchmarks d'autres pays qui ont vécu ça. Vous avez parlé de très sélectif. Aujourd'hui, c'est très facile de parler de ça, mais aujourd'hui, c'est une culture. Une formation, même au niveau des écoles, c'est une formation, parce que la plupart des ménages, ils ont que le petit personnel qui s'occupe de ces déchets. Et ces déchets je vais vous arrêter tout de suite. Je n'aime pas ce terme, petit personnel. Je déteste ce terme. Mais bon, le personnel de maison. Personnel de maison qui s'occupe de ça et finalement il est remis dans des bacs sélectifs que nous avons dans le site. Malheureusement, au niveau du ramassage, tout est mis dans la même benne et il est jeté de la même manière. Donc ça ne sert absolument à rien. Je pense qu'il faut un sélectif régional aussi, c'est-à-dire que les communes, il n'y a pas que le ramassage qui doit être fait. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, le benchmark c'est quelque chose de très important. Vous avez parlé de M. De Volken. Moi je pense que ça vaut la peine de se déplacer chez M. Hassan et de voir qu'est-ce qu'il a pu réaliser et quels sont les avantages. Je pense qu'on a des idées. On a aujourd'hui des spécialistes au Maroc, des rhydologues, c'est un nouveau terme, c'est des spécialistes dans l'étude de la décharge. Ils voient le processus dès le départ jusqu'à la fin. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'échec est orphelin, mais les réussites à plusieurs parents. Quand on pose la question, personne dit oui, c'est pas ma responsabilité, c'est pas nous. À chaque fois qu'on voit le gouverneur, c'est pas le gouverneur. On voit le maire, il dit je suis pas le seul. On voit le ministère de santé qui donne pas d'informations, c'est pas nous. Et ça, c'est très malheureux. Je pense qu'il faut une réflexion, une volonté de créer une commission qui doit se pencher sur ça et détecter qui sont les responsables. Non mais attendez. Juste, voilà, là on est dans le concret, on est dans les propositions, ça sert à ça aussi, les experts. On a parlé de gouvernance. Il y a au niveau local, on pourrait se dire que si ça fonctionnait, c'est des élus locaux qui aiment leur commune, qui aiment leur ville telle qu'on aimerait avoir. Et il y en a, hein. Mais bon, après, j'aimerais bien qu'on les mette en exemple, ceux qui existent. Mais ce problème de gouvernance, on voit bien qu'il est réel. On va pas tourner autour du pot. Ensuite, vous parlez de volonté. Ouais, la volonté politique au plus haut niveau, elle a été exprimée depuis la COP 22 par Sa Majesté, avant même avec la charte nationale de développement durable et de l'environnement. La volonté elle est là. L'engagement de la société civile, il est là. Où est-ce que le bas blesse? Alors, parce que là, tout ce que vous nous dites, là, les ingrédients, ils sont là. Exact. Allô? Oui, je vous écoute. Moi, je pense qu'il y a des lobbying qui doivent être faits parce qu'il y a des gens, à mon avis, qui ont des intérêts pour que cette décharge reste, parce qu'elle génère beaucoup d'argent et qu'il faut, comme je vous ai dit, une analyse de compréhension. Pourquoi on a envie que cette décharge reste ici et non pas de trouver des solutions. À date d'aujourd'hui, on ne sait pas encore. On n'a pas encore le courage de le dire ou on le sait pas? On n'a pas le courage parce que quand on parle de 50 millions de dirhams à la société qui fait le traitement et rien n'est traité, quand on apprend en tant qu'association qu'il y a des camions qui se vendent sur site à partir de 1000 dirhams jusqu'à 200 dirhams en fonction des régions, ça c'est des informations importantes. Vous pouvez imaginer 4000 camions. Et tout ça c'est de l'argent qui échappe à l'impôt bien évidemment parce que c'est de l'informel. Donc il y a des enjeux et on a envie d'analyser et de comprendre qui sont les responsables. Ce n'est que comme ça qu'on va essayer de débloquer la situation. D'où l'appel encore une fois, in fine, à Sa Majesté. Tout
à fait. Voilà. C'est malheureux non, mais c'est vrai. De revenir. Voilà. Oui, c'est ce qui est désolant. On n'a pas des gens qui ont la volonté de défendre. D'autant plus, je voudrais préciser que la décharge, parfois, on a même les odeurs à l'arrivée de l'aéroport Mohamed V. Et c'est l'image du pays. Quand les étrangers et les touristes arrivent au Maroc, on est frappé par cette odeur, ce qui est vraiment catastrophique. Et c'est pas la première image qu'on a envie de donner au Maroc. On n'a jamais eu une seconde chance pour faire bonne impression que la première fois. Bon. Alors, juste pour clore et pour conclure avec vous, quelle est la prochaine étape? Parce que vous faites partie de ce collectif concernant cette zone de la ville verte par rapport à la décharge de Medina. Quelle est la prochaine étape? Comme elle a expliqué, Madame Hanan, nous avons déjà préparé les lettres qui vont être destinées à l'ensemble des autorités et on va pas s'arrêter là, on va se battre, on va continuer à mettre de la pression sur les responsables jusqu'à ce qu'on trouve une solution parce que c'est des promesses qui ont été en l'air depuis 2011. Notre association a été créée en 2011 par ces Brishkolon pour justement faire face à ce paysage urbain qui est autour de Bouskoura, qui est considéré comme ville verte, qui a été présenté à la COP22, toute l'intégralité de Bouskoura à Marrakech. Et des promesses avaient été faites pendant la COP22 et avant la COP22. Sûr. Et donc ça n'a pas été respecté. À qui on ment? C'est ça. Et comme on a eu des cas, il faut vraiment savoir pourquoi on est en train de mentir. Très bien, merci. Je pense que l'essentiel a été dit. On reviendra. Je pense qu'on refera une émission et là, il nous faudra sur le plateau les responsables, tout simplement, des communes, des trucs, s'ils acceptent de venir. Et en tout cas, je suis sûr qu'ils accepteront de venir, mais pour nous expliquer où est-ce qu'on en est, alors que ça soit au niveau du ministère ou que ça soit au niveau de la commune qui est en charge de ce dossier. C'est ce petit. Oui, c'est le problème de cette décharge qui est sauvage. Est un problème grave, ça a été dit, on en a parlé beaucoup, mais tant qu'il n'y a pas de responsables à côté en face, on va tourner en rond, disons. Donc il faut que ça interpeller. C'est bien ce qu'ils font, ce collectif, c'est très bien qu'ils écrivent. Et il faut avoir ici invité des responsables et faire une discussion pour il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a un point que je voulais remettre parce que on est passé rapidement, c'est la question de pollution de l'air. Il faut pas oublier des choses simples que les gens connaissent pas. Il y a des gens qui habitent et qui sont touchés par une pollution très grave, très dangereuse, qui est celle par exemple des bains, des fours, oui, des snacks, parce que leurs cheminées ne sont pas dans les normes. Et si vous habitez, vous ouvrez votre fenêtre et vous avez un de ces gens-là qui sont juste à côté, que vous avez la fumée, vous savez que cette fumée est cancérigène. Et que vous avez des enfants, vous êtes à coup sûr qu'ils vont attraper des maladies et problèmes asthmatiques. Qui n'a pas de quelqu'un de sa famille qui a un problème asthmatique? Je confirme. Et sans parler de problèmes cardiovasculaires, etc. Et donc il faut respecter les normes. Il faut que ces cheminées soient assez hauts. Deuxième point, je parlais de civisme. Dans le civisme, il faut pas oublier que on peut pas, c'est un corps entier, on peut pas traiter un point et laisser le reste. Le civisme est important. Imaginez-vous, vous sortez à Casablanca, qu'est-ce que vous allez voir? C'est l'image du pays, la plus grande ville économique, c'est la richesse est ici. Et vous allez vous balader, vous allez trouver des ordures un peu partout, parce que les gens, malgré le ramassage, et imaginez l'espace public. Vous pouvez pas, vous avez un enfant, vous pouvez pas marcher sur le trottoir. Parce que sont occupés illégalement. Mais c'est le même. C'est la même chose. Vous pouvez pas parler de l'environnement alors que les gens sont agressés parce qu'ils peuvent même pas profiter du trottoir qui est légal et chacun, le café va sortir jusqu'au bout. Et puis vous avez le stationnement, les voitures qui arrivent jusque-là. Il y a la gouvernance, mais il faut que les gens, chaque quartier, il faut que les gens fassent des collectifs et écrire. On en a fait déjà dans un quartier à Casablanca. Encore une fois la société civile. Et ça a été résolu dans un coin, dans plusieurs coins, parce que il faut écrire aux autorités, vous écrivez à la wilaya, vous écrivez aux préfectures, et vous écrivez aux arrondissements. Et les préfectures réagissent, parce qu'ils envoient des commissions avec 18 personnes qui sont venues. Et ils ont pu obliger les gens à ne plus stationner sur une rue particulière. Mais qu'est-ce qu'on entend? Ils disent, on peut pas être partout. Il faut que les gens agissent, et chacun dans son coin puisse faire un collectif, écrire et aider les autorités à appliquer la loi. On ne peut pas dire mieux. 11h52, on a Hassan. Bonjour Hassan. Oui, bonjour. Bonjour Sidi.
Oui, oui. Moi, je suis en déplacement. Vous êtes dans une salle de bain? Non, pas du tout. Parce que ça résonne là, ça résonne, on a l'impression que vous êtes chez Hammam ou chez Haja. Ah là, dans la voiture. Ah bah dis donc, elle résonne la voiture, c'est une grande voiture. Je suivais votre émission et je voulais juste réagir par rapport à la décharge Casablanca avec toutes les pollutions qui sont générées. Moi, je vous donne l'avis d'un expert qui travaille sur la thématique, c'est M. Chouanta. Casablanca, en toute sincérité, ça ne devrait pas être juste une affaire des conseils communaux ou de la région de Casablanca. C'est une grande décharge, c'est parmi les plus grandes qui existent au monde, c'est 1,4 million de tonnes par an, et par conséquent, il n'y a aucune solution unique pour une décharge comme Casablanca. C'est pour ça que pour cette décharge en particulier, c'est un besoin et un appui de l'État sur le plan financier et c'est un passage qui est obligatoire. Parce que quelle que soit la solution que vous mettez en place, vous n'allez pas résoudre le problème de 1,5 million de tonnes de déchets et vous n'allez pas résoudre un problème qui est crucial pour la ville de Casablanca, qui est le foncier. Aujourd'hui, avec le tonnage qui est généré aujourd'hui par la ville de Casablanca, la décharge, le site qui est prévu avec 35 hectares, va être saturé dans 5 ans. Et par conséquent, tous les 5 ans, la Casablanca, le conseil, sera obligé de chercher un autre site. Et vous savez très bien qu'au niveau de Casablanca, il n'y a pas un site qui est disponible, il n'y a pas un site qui est mobilisable à un prix que peut payer une commune comme Casablanca. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs et toutes les bonnes volontés devraient travailler ensemble pour trouver une solution qui est pérenne pour Casablanca. Il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on pense au traitement du maximum. Il n'y a pas une solution qui traite 100% de déchets comme une ville pour la ville de Casablanca, mais on devrait penser à avoir au moins deux solutions de traitement de déchets pour pouvoir traiter l'ensemble et n'enfouir que 20 à 25% maximum de déchets. Et ça se paye parce que c'est un coût et le coût n'est pas aujourd'hui à la portée de la ville de Casablanca. Merci, 11h55. Alors c'est vrai que toute la filière de valorisation, ça il nous faudrait une autre émission, on en avait beaucoup parlé lors de la COP22, bien évidemment des filières de valorisation, et ça aujourd'hui on a des grands pays qui sont les fers de lance du recyclage, je pense aux pays scandinaves, je pense à l'Allemagne, je pense à la France aussi dans une certaine mesure, qui est assez en retard, mais qui est quand même avance de plus en plus dans le recyclage des déchets. J'ai Adam sur la page Facebook qui nous dit: à quand un recyclage des déchets organiques? Le compost vous en avez parlé, est une ressource qui peut être réutilisée dans notre agriculture. Est-ce que c'est en projet? Ça c'est, à part le tri, parce que le tri est très important pour pouvoir recycler les déchets organiques, sachant que, on le sait, la structure de nos déchets au Maroc est entre guillemets une chance. On n'est pas dans un pays industrialisé avec des modes de consommation, avec des packages pour tout. On a encore beaucoup d'organique dans nos déchets, ce qui est une chance. Estimé à 70%. 70% de déchets organiques, du moment où c'est pas contaminé. Oui, il faut contrôler d'abord la contamination par le travail clandestin de certaines sociétés clandestines qui produisent des produits chimiques dangereux et qui sont mélangés à ceci. Les solutions existent, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de sociétés, mais il faut une décision globale. Ça a été dit tout à l'heure. Et si vous produisez, vous faites le tri sélectif dans votre quartier, vous allez le déposer, et les ramasseurs vont tout regrouper et jeter en même temps. Donc il faut qu'il y ait un suivi jusqu'au bout. C'est économiquement possible. Il faut une impulsion de l'État. Il n'y a pas de solution. Une impulsion de l'État pour favoriser tout le monde est gagnant. Il y aurait, comme l'a dit notre dernier interlocuteur, c'est Hassan, c'est économiquement possible. Et il faut qu'il y ait 20% on va gagner dans le temps. Au lieu de saturer une décharge en 4 ans, vous allez multiplier par 5. Et donc, jetez moins. Et recyclage. Il y a des sociétés, on peut le faire, mais on arrivera à un point important qui est le développement durable. Il faut produire moins. 11h57. On va juste prendre Nicolas qui attend depuis tout à l'heure. Vraiment, on est à la fin de l'émission très rapidement. Bonjour Nicolas. Bonjour Faisal, je vous remercie pour cette émission.
c'est vrai que le débat est très vaste au niveau de l'environnement et ça contribue avec votre émission à éduquer et à sensibiliser les gens. Je reviens un petit peu sur les lixivias. Je suis d'accord sur une partie du procédé que le professeur a inventé. La flocculation-coagulation permet d'enlever uniquement les MES, les matières en suspension. D'accord. Le jus, c'est le plus toxique. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver les pesticides, les métaux lourds, etc. Tout ça, c'est dissous dans l'eau. Il n'y a qu'une seule chose où on peut les retraiter, c'est par osmose inverse. C'est la seule. On peut éliminer les matières en suspension, on peut en faire des gâteaux, on peut les remettre après en décharge, etc. Mais le jus qui en sort, c'est le plus toxique et il n'y a que l'osmose à pouvoir le faire. Et ça coûte cher, ça ? Un recyclage en arrosage. Oui, ça coûte cher. D'accord. Et c'est pour ça que quand vous voyez des décharges, vous prenez des Pisorno, vous prenez des Suez, vous prenez des gens qui ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils font des lits de séchage au soleil et ne prennent pas le risque de traiter ça par osmose, parce que le coût à la tonne est négocié au niveau du ramassage et au niveau de la décharge. Mais le jus n'est pas dans leur contrat en fait. D'accord, mais est-ce que vous malheureusement. Mais alors merci pour toutes ces précisions. Mais ce que vous nous dites, et c'est ça qui est d'autant plus rageant, c'est que les business models existent. Ce que vous nous dites là, c'est très codifié, avec même des grilles commerciales. On sait à quoi en faire, on connaît les technologies, et voilà. Et la question est de savoir est-ce qu'on est prêt à aller là-dessus. Merci Nicolas pour ce témoignage en fin d'émission. Merci professeur Septier d'avoir été avec nous. On reviendra. Je suis désolé, on n'a pas le temps. Les 2 heures sont passées vite, vous avez vu. On reviendra. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi dans les experts.